Bonjour, je vous remercie de votre invitation sur cette thématique qui est passionnante et multidisciplinaire. Donc, je travaille à Créteil, je n'ai pas de conflit d'intérêts et on débute dans le vif du sujet par un cas clinique qui est survenu très récemment, avril 2021. Une conséquence ou un effet secondaire de la pandémie Covid, je vous les juge. Donc c'est un jeune homme de 16 ans qui est droitier, qui n'a pas d'antécédent en dehors d'un surpoids et qui fait un malaise un samedi soir, le 17 avril à 21h au cours d'une séance de sport. Il a un déficit droit qui est constaté. Il est pris en charge par les pompiers, il est transféré aux urgences d'un hôpital régional. Il est agité. Sur les urgences, il essaie de récupérer. Je ne sais pas s'il fait mention du déficit droit encore. Toujours est-il qu'il a un scanner non injecté qui est interprété comme normal, que vous voyez là. Après, la relecture, c'est toujours facile, mais on peut éventuellement évoquer une hyperdensité au niveau de la distalité de la terminaison carotidienne, mais sans cet aspect habituel de très belle artère sylvienne. Et puis, il a une ponction lombaire qui est négative. Donc, on est samedi soir. Il est hospitalisé en service de pédiatrie, vu son âge. Il n'y a pas de complément d'examen qui est fait, il n'y a pas d'angioscanner, il n'y a pas d'IRM. Le lendemain, la visite du pédiatre retrouve une hémiplégie, une aphasie. Il est transféré chez nous à Mondor, en neurologie, avec un score de NIHSS à 22, assez élevé, et puis un Glasgow avec forcément un déficit sur la réponse verbale du fait de son aphasie chez ce patient droitier. L'IRM est faite rapidement à l'arrivée, mais on est déjà à 15 heures de l'ictus. Il y a cet aspect que vous voyez en diffusion. Le flair est sensiblement comparable avec cet aspect d'effect de la terminaison carotidienne. On est assez tardif, on est à H18, mais il y a une discussion et on essaye quand même un geste de thrombectomie compte tenu de cette amputation et puis d'un petit territoire sylvien qui est quand même préservé. On est à H18, le neurochirurgien n'est toujours pas appelé. Il n'est toujours pas appelé ce jour-là, le dimanche. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne l'Île-de-France, mais on est de grande garde, une fois tous les 6 jours. Donc ce jour-là, il y a une équipe de neurochirurgiens, un dimanche sur place, une équipe d'anesthésistes réanimateurs pour endormir, et puis il y a des ibotes qui sont présentes au bloc opératoire. Le neurochirurgien, il est appelé le lendemain soir, parce que le patient se dégrade avec une somnolence, un début de trouble de la conscience, et après avoir réalisé ce scanner qui montre une ischémie, compte tenu de l'âge, on verra sur les critères, la décision de craniectomie est prise. On est encore dans les temps, on est à H44 très exactement. Et donc vous voyez le résultat de la craniectomie décompressive. Donc je laisse ça à votre jugement, mais c'est la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, même si elle est ça a été décrite à de nombreuses reprises, elle n'est pas simple au quotidien. C'est juste ce que je veux dire par cette description de ce cas clinique. C'est donc des urgences thérapeutiques, on l'a assez dit, mais je pense qu'il faut le répéter. La prise en charge rapide conditionne un meilleur résultat. Et puis c'est une pathologie qui est pourvoyeuse de dépendance et de handicap. Alors quand appeler le neurochirurgien ? C'est pour des AVC graves. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est éventuellement des accidents vasculaires cérébraux qui vont avoir un tableau clinique sévère, avec des troubles de la conscience d'emblée, et puis qui exposent les patients à des dégradations secondaires précoces. Donc on va avoir une série de cas cliniques, et puis en filigrane de cette présentation, il y a toujours la question derrière chez ces patients qui ont possiblement un mauvais pronostic, c'est quand s'abstenir, quand s'arrêter. Et bien sûr, autant l'indication thérapeutique que l'arrêt des soins est une décision de support. Je vais être un petit peu plus vaste que l'accident ischémique. Moi, je vais parler des infarctus carotidiens et vertébro-basilaires. Je vais parler aussi des hémorragies. Et puis, je vais parler des thromboses veineuses cérébrales. En sachant qu'en thérapeutique, voilà, il y a la neuroradiologie interventionnelle, bien sûr, qui est très présente. La neurochirurgie, qui n'est pas très présente parce qu'il y a peu d'indications, mais on va essayer de cerner celles qui demeurent. La prise en charge, elle est bien entendu multidisciplinaire et la littérature, elle répond
un certain nombre de consensus pour certaines pathologies, mais bien sûr pas pour l'ensemble de pathologies. Puis on essaiera, avec l'expérience, avec la littérature, de répondre au cas par cas, et c'est ce qu'on fait en pratique quotidienne. Et en chirurgie, on n'a pas autant d'études randomisées, ni qu'en cardiologie et ni qu'en neurologie, quand je vois les présentations de Sandrine et de Michael. Qu'est-ce qu'on peut faire en chirurgie d'une façon générale pour tout ce qui est l'AVC? On peut monitorer une pression intracrânienne, c'est-à-dire mettre en place un capteur de pression intracrânienne. On peut traiter une hypertension intracrânienne, soit en retirant du liquide, c'est la dérivation ventriculaire externe, soit en réalisant une craniectomie décompressive. S'il y a un hématome, on peut l'évacuer. C'est ce qu'on fait à travers d'une craniotomie. Voilà, quand il y a une hémorragie intraventriculaire, à ce moment-là, le but, c'est de nettoyer sur le long terme. Et on mettra également une dérivation ventriculaire externe, en sachant que, de temps en temps, il y a des possibilités de drain lombaire externe qui peuvent se discuter en réanimation et qui sont peut-être plus facilement gérables dans une unité de réanimation. Alors, ces gestes, ils permettent le diagnostic pour une hypertension intracrânienne, suivre la survenue d'une hypertension intracrânienne, et puis prévenir un engagement et des lésions secondaires. Alors, on débute par l'accident malin-sylvien. Vous savez que c'est un infarctus étendu au territoire de l'ACM, que ça peut s'étendre au territoire de l'artère cérébrale antérieure, mais également l'artère cérébrale postérieure. Que l'œdème il survient entre J2 et J4, et que bien sûr, la mortalité elle est importante, 80%, et qu'en général, les mesures de neuroréanimation, elles sont dépassées. C'est pour ça que, à force de case report, de séries, il y a eu des études qui ont été faites par le neurologue sur la craniectomie et qui datent de 2007. Et puis maintenant, on a la pratique quotidienne. Donc 3 études, Décimale, Destiny et Hamlet, des études randomisées, multicentriques, avec dans un bras un traitement médical seul et dans l'autre bras le traitement médical et la craniectomie décompressive, et un critère de jugement principal qui est le MRS inférieur ou égal à 6 mois et 1 an. Pardon. Je vous livre simplement le résultat de l'analyse poolée de ces 3 études. Donc les critères d'inclusion, pour être très simple, on va y revenir, mais dans les 48 heures d'un AVC malin-sylvien chez des patients de moins de 60 ans, on a une réduction absolue de la mortalité de 50%, ce que vous montre le schéma à droite. On a une augmentation de la survie avec un MRS inférieur à 3 à 12 mois, et on a cependant, malheureusement, une augmentation des patients qui ont un score de ranking à 4. Ce qui prouve et ce qui tente à dire que, bien entendu, même si on est très actif sur la survie, en termes de qualité de vie, c'est des décisions qui sont quand même à discuter. Pour ce qui est de patients de plus de 60 ans, il y a une étude supplémentaire, Destiny, qui a montré qu'on diminue également la mortalité sans forcément d'augmentation supplémentaire du handicap sévère. Et ce qui conduit à ces recommandations, sur l'acronyme STATE, Score, Time, Age, Territory Expectations, un EHSS supérieur à 15, une craniectomie qui doit être faite dans les 48 heures. Je tiens à souligner que plus elle est précoce, mieux c'est. L'âge, c'est 18-60 ans, mais Destiny 2 nous dit que si on a un âge physiologique, tout ça se discute et qu'on peut étendre une craniectomie décompressive pour des gens qui ont plus de 60 ans, qu'il faut que le volume soit assez conséquent, mesuré soit à l'IRM, soit sur le scanner. Et bien sûr, essayer de prendre le temps de retrouver le consentement du patient ou sa volonté et de discuter avec la famille me paraît essentiel. Une illustration clinique, une occlusion de l'artère cérébrale moyenne, un système qui est un petit peu ancien mais qui n'a pas permis de déboucher et de recanaliser complètement l'artère cérébrale moyenne, avec simplement une petite branche. Toujours est-il que l'IRM FLAIR montre une atteinte du territoire sylvien, également de l'artère cérébrale antérieure, comme vous le voyez sur les coupes en haut. Une indication chez ce patient qui a moins de 60 ans, avec une craniectomie qui permet au cerveau de s'expandre, comme vous le voyez sur ces images, et une cranioplastie, parce qu'il ne faut jamais oublier la cranioplastie, qui est faite sur les images de droite entre 2 et 4 mois, disons, avec un score de MRS à 3.
En pratique, la crâniectomie, elle est faite dans les 48 heures, mais plus c'est précoce, plus on a l'ensemble des critères, et mieux c'est. C'est-à-dire que la crâniectomie décompressive, c'est comme de la chirurgie froide, c'est de la chirurgie programmée, je dirais. C'est intubation, crâniectomie, extubation, et normalement, le patient, il ne passe pas en réanimation. Normalement, il va directement en usine vie. C'est rare que des gens aient des troubles de la conscience et qu'ils ne soient pas extubables. Donc pour moi, ça c'est important parce que je pense qu'il y a simplement, j'ai pas fait, mais je pense qu'il y a simplement 10% des gens qui passent en réanimation normalement. Donc on ne retient pas d'osmothérapie, on ne retient pas d'hypothermie pour la prise en charge, pas d'antiépileptique. Je ne me suis pas pensé sur le problème de l'hypertension artérielle, mais forcément, jusqu'à ce qu'on ait réalisé la crâniectomie décompressive, il est logique de maintenir une tension artérielle élevée, puisqu'il faut favoriser la pression de perfusion cérébrale tant que l'hypertension intracrânienne n'est pas levée. La technique, vous pouvez contrôler ce que fait votre chirurgien. Sur le scanner, il faut que la crâniectomie elle soit large, plus de 12 cm. Ça, c'est pour traiter l'hypertension intracrânienne. Il faut qu'elle soit bien inférieure, c'est-à-dire il faut réséquer l'écaille temporale pour prévenir l'engagement temporal. Et enfin, il faut faire une plastie durale d'expansion qui est importante. Bien sûr, il n'y a pas de geste parenchymateux associé à cette crâniectomie. Voilà, actuellement, il y a une pierre d'achoppement. On améliore la survie, quid de la qualité de vie. Je pense qu'il y a une collègue qui va parler après de ce sujet-là. Pour le moment, maintenant, là, il n'y a pas de raison de ne pas réaliser la crâniectomie décompressive si les critères sont rassemblés. C'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que c'est des situations d'urgence. C'est souvent les jeunes qui prennent des gardes. Et puis, c'est à un moment où la concertation multidisciplinaire dans la nuit, elle est éventuellement restreinte et un consentement des proches et du patient ou surtout des proches là, qui est difficile à avoir. L'avantage, c'est quand même on n'a pas une fourchette, c'est pas un extradural à 1 heure, c'est une crâniectomie qui doit être faite dans les 12 heures, on peut même 18 heures, donc on a le temps, on peut se donner un peu de temps de l'organiser. Qui prend la décision, c'est important, c'est l'équipe qui prend en charge, anesthésiste, neurologue, neurochirurgien, après avoir sonder le patient, sonder la famille, et sans, à mon avis c'est important, sans faire peser le choix de la décision à la famille, surtout pour des gens qui ont des troubles du langage, des troubles de la conscience. Maintenant, la crâniectomie, c'est une procédure qui est acceptée. Il ne faut pas oublier que ça nécessite un second temps de crânioplastie, on ne va pas en discuter, mais ce second temps est lui-même associé à un certain taux de complications. On passe à l'hématome intracérébral. Pour les patients de 40 ans, il faut absolument chercher une lésion vasculaire. Là, c'est le cas d'un anévrisme mycotique, comme vous voyez à droite. Le pronostic, il est fonction de l'âge, du terrain, du volume sur les examens radiologiques, de la déviation et de l'inondation ventriculaire. Pour les hématomes sans inondation ventriculaire, il y a eu des études randomisées, Stitch 1, qui montrent qu'il n'y a pas de bénéfice à réaliser une craniotomie pour évacuation de l'hématome, et peut-être un petit sous-groupe pour les hématomes de taille moyenne à moins de 1 cm du cortex, et donc il y a eu Stitch 2 qui montre une absence d'aggravation de la morbimortalité en cas de prise en charge chirurgicale. Il n'y a pas vraiment de bénéfice. Donc les recommandations actuellement pour les hématomes, c'est moins de 70 ans, un hématome lobaire de taille modérée, 20 à 50 mm, assez superficiel, et bien sûr avant la détérioration du patient. Les crâniectomies décompressives pour les hématomes, elles ont été discutées. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse franche. Ça paraît une bonne idée pour libérer l'hypertension intracrânienne, et notamment, on en reparlera pour les thromboses veineuses cérébrales. C'est encore une fois du cas par cas. Les hémorragies intraventriculaires, le cas ici d'une hémorragie intraventriculaire avec une cause sous-jacente, ça peut être sans cause. L'implantation d'un cathéter qui est implanté actuellement avec de la neuronavigation pour avoir le minimum d'erreurs de trajet. Et pour l'instant, pas de bénéfice de la fibrinolyse intraventriculaire avec quand même des études qui sont en cours. On passe à la crâniectomie infratentorielle. Elle peut être réalisée pour 2 causes, soit les accidents ischémiques avec des œdèmes, soit les hématomes avec des compressions. De la même façon, il y a eu des case reports et des séries. Il n'y a pas d'études randomisées pour la crâniectomie infratentorielle. Je ne pense pas qu'il y en aura.
mais c'est une indication qui est moins discutée par les neurochirurgiens, puisqu'il y a moins de fonctions supérieures. Les indications, c'est des signes de compression du tronc cérébral, un effet de masse, 2 tiers de l'hémisphère atteint, il n'y a pas de limite d'âge, et bien sûr, il faut essayer d'éliminer les signes de souffrance irréversible du tronc cérébral. C'est ça qui est le plus compliqué. La clinique, c'est pas toujours simple, et donc là, j'insisterai, s'il y a un apport, c'est des patients qui sont malheureusement intubés, mais je pense que l'IRM est indispensable, et de temps en temps, il faut se battre pour avoir une IRM avec un patient intubé et ventilé, pour vérifier qu'il n'y a pas de lésion du tronc cérébral qui contre-indique un geste. Bien sûr, la DVE n'est pas suffisante, une DVE peut traiter une hydrocéphalie, mais elle ne va pas traiter la compression du tronc cérébral. Très rapidement, un cas d'ischémie secondaire à une occlusion, une recanalisation qui est faite. Vous voyez qu'il y a un engagement des amygdales au niveau du trou occipital et cette crâniectomie qui est réalisée. Enfin, dernier cas, les thromboses veineuses cérébrales malignes, un tout petit sous-groupe de patients. C'est fini ? Je n'arrive pas à revenir. Au bout d'un certain temps, il coupe. Un tout petit sous-groupe de patients, il faut se battre pour les thromboses veineuses cérébrales et on peut opérer les patients, y compris pour des patients en mydriase unilatérale ou mydriase bilatérale, et on opère les patients crâniectomie. On n'a pas besoin d'arrêter l'héparine. Voilà. Donc en résumé, une prise en charge au cas par cas pour des situations complexes, c'est la littérature qui nous donne un certain nombre de points sur lesquels nous baser. Je vous remercie.